On s'entretient avec la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, André Bouchard. Plusieurs enjeux municipaux, les logements sociaux, la passerelle Normandie, projet d'un centre de congrès, déneigement à droite, nouvelle école dans les Colibris, mais d'abord, l'avenir du Festival de Montgolfière. Parlons des enjeux municipaux à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y en a quelques-uns qui font beaucoup jaser, certes, mais bref, c'est ça aussi une ville. Puis le conseil municipal, les conseillers, la mairesse, ils sont là pour ça. On n'est pas toujours d'accord, mais bref, ce sont eux qui sont aux commandes de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et qui doivent jongler avec différents enjeux. Avec nous pour en parler, la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, André Bouchard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Comment va la mairesse? La mairesse, elle va bien. La mairesse, elle va très bien. Est-ce qu'elle est plus zen maintenant qu'il y a 2-3 mois? Je vous sentais un peu plus, surtout dans les assemblées, plus irritable, moins patiente un peu. Là, à la dernière assemblée, je vous ai senti plus zen un peu. Je pense que c'est relié la fin de l'année a été difficile. Toutes les rencontres qu'on a eues pour préparer un budget qui a été difficile. Le mécontentement, il y a eu du mécontentement pour beaucoup de décisions qui ont été prises et même des décisions qui n'ont pas été prises, qui ont fait, comme par exemple la question de la passerelle où rien n'était encore décidé. Là. Il y avait beaucoup d'effervescence autour de dossiers qui faisaient en sorte que, oui, j'ai trouvé ça difficile la fin de l'année, mais on a repris l'année avec des bonnes nouvelles. Alors, les vacances ont fait leur travail aussi dans le temps des fêtes. J'ai beaucoup dormi, je me suis beaucoup reposée, j'ai beaucoup réfléchi, parce que des fois, c'est ça le temps qui me manque, c'est le temps de réflexion, ce que j'ai fait beaucoup dans le temps des fêtes. Alors oui, je suis repartie sur une lancée, je suis très en forme, mais il y a plein de choses qui occasionnent des controverses, mais je suis quand même consciente de travailler pour le mieux. Bon, premier enjeu très récent, c'est celui de l'avenir du Festival de Montgolfière. Un festival qui existe depuis 40 ans, qui est assujetti à une météo, notamment, dernière édition, probablement la météo la plus horrible qu'on a jamais eue en 40 ans, ce qui a occasionné forcément aussi des enjeux financiers. C'est une remise en question qui est perpétuelle parce que, la Ville, oui, met des sous, subventions annuelles, mais en même temps, la Ville comble les déficits quand il y en a. Puis sur 40 ans, d'après moi, il y a eu plus d'années déficitaires que d'années profitables. D'ailleurs, votre collègue Fontaine disait, on prend l'exemple des 10 dernières années, en moyenne, là, subventions et déficits, la Ville a peut-être mis 1,2 million par année en 10 ans. Et vous l'avez dit vous-même avant les fêtes, là, le prochain coup, on ne donnera pas de chèque en blanc. Ça va prendre un plan de relance, un plan de redressement qui vous a été présenté. Pourquoi l'avez-vous accepté, ce plan-là? Qu'est-ce qui vous a convaincu de donner une autre chance au Festival de Montgolfière? Bien, ce qui nous a convaincus, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, la Ville subventionne depuis 40 ans, probablement plus que ce qui est toujours noté au protocole d'entente, mais les retombées des Montgolfières sont plus importantes que ça. On parle de retombées économiques autour de 10 millions de dollars. De plus, les Montgolfières, c'est une image de marque. Ce qui nous a convaincus, mais évidemment, le fait d'avoir une image de marque puis un international de Montgolfière, ça ne justifie pas un chèque en blanc. Alors, juste avant les fêtes, on avait enjoint l'International des Montgolfières de se doter d'un plan de relance qui serait crédible. Et avant qu'on soit tenu, de leur donner une subvention qui est autorisée par le protocole et une subvention qui était budgétée dans le dernier budget. Ce plan de relance-là nous a été présenté le 20 février et on a été suffisamment convaincus que les administrateurs de l'International des Montgolfières s'étaient adjoints les bonnes personnes. Ils ont vraiment travaillé dans tous les coins pour diminuer les dépenses de l'International des Montgolfières et ça nous a suffisamment convaincus pour qu'on adhère à ce plan de relance-là, qu'on signe un protocole et qu'on travaille en davantage de collaboration entre la Ville et l'International de Montgolfière. Mais comment peut-on
réduire les dépenses de l'événement? Parce qu'on regarde actuellement, dans sa forme actuelle, juste le montage du site, c'est 1,8 million par année. Là. On n'a rien fait encore. Là. Puis on le sait, là, année après année, tous les festivals au Québec ont moins de commandites, ont moins de subventions, les artistes coûtent plus cher, puis on est probablement au maximum de ce qu'on peut charger à la billetterie, sinon le monde n'y viendront plus. Donc, ma question, c'est comment on peut réduire les coûts d'un festival comme celui de Saint-Jean? C'est certainement une bonne question à poser à l'Internationale des Montgolfières elle-même. Toutefois, je sais, vous parlez du montage-démontage. Il y a des efforts qui ont été faits justement pour évaluer que le temps de montage et démontage serait réduit cette année. Alors, il va y avoir des efforts qui vont être faits en ce sens-là, ce qui réduit aussi d'autant plus les coûts. Il y a aussi la question, il va y avoir une diminution dans la masse salariale. Ils ont vraiment retourné chaque pierre des dépenses pour nous convaincre d'une diminution de dépenses crédible. Alors, c'est ce qu'on... Puis il va y avoir aussi des travaux qui vont être faits avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour être davantage outillés au niveau de la comptabilité. Bon, d'ailleurs, ça m'a surpris. À la dernière assemblée du Conseil, vous avez répondu, entre autres, bien, ils vont avoir un comptable. Là. Donc, on va peut-être avoir des chiffres un peu plus tôt. Il n'y avait pas de comptable dans l'organisation avant ou c'était géré autrement? On se rappelle que l'Internationale des Montgolfières, le conseil d'administration, je pense que c'est en 2022, fin 2022, il y avait déjà un comptable sur le conseil d'administration qui avait quitté. Il y avait quelqu'un aussi du domaine économique. Puis Monsieur Boivin, le directeur général, avait quitté. Alors, entre-temps, ces places-là, qui étaient vraiment générateurs de compétences au sein du conseil d'administration, n'avaient pas été comblées. Changement à la gouvernance. Même l'an dernier, on recevait Benoît Lemay, l'un des administrateurs, disait qu'il faut qu'on revoie la gouvernance. Bon, ultimement, ça a été fait. Normalement, sur le CA, il y avait, il n'y a pas si longtemps, 3 élus. Oui. Donc, ça, c'est un volet qui est terminé. En quoi la présence ou l'absence des élus sur le CA vient changer quelque chose? D'abord, il faut savoir que le fait qu'il n'y aura plus d'élus sur le conseil d'administration de l'Internationale des Montgolfières, ça relève aussi, on a voté en janvier 2024 une politique sur la gouvernance et la reddition de comptes, et c'est dans l'objectif d'améliorer justement la reddition de comptes de tous les organismes qui sont subventionnés par la Ville. Le fait qu'il y avait des élus, qu'il y a des élus ou non sur les conseils d'administration, ça fait en sorte que il y a une espèce de confusion de rôle entre l'élu, qui a son rôle d'élu, et son rôle d'administrateur, ce qui va permettre au conseil d'administration des organismes subventionnés par la Ville d'avoir davantage des conseils d'administration par compétence. Alors, c'est ce qui va faire en sorte, puis en cela, ils vont être accompagnés par la Ville. Dans le fond, est-ce que ça évite de placer les élus devant des conflits d'intérêts ou des apparences de conflits d'intérêts entre celui de surveiller un organisme dans lequel on met de l'argent, mais en même temps, quand on siège sur le CA du même organisme, est-ce que c'était pas un peu ça, la zone grise? Peut-être, mais moi, je préfère appeler ça une confusion des rôles. Là. Quand il y a un élu qui est sur un conseil d'administration, puis ça m'a été soulevé aussi par d'autres élus. Par exemple, j'avais une élue qui siégeait au musée du Haut-Richelieu. Les membres du CA manifestent leurs attentes face à la Ville. Et on sait qu'un conseil municipal, ça parle par voie de résolution. Alors, ça mettait vraiment, je pense, les élus dans l'embarras. C'est quoi le montant maximal que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu devrait accorder à son festival de Montgolfière? Je reviens à ça, la Ville a un budget de 200 millions. Votre collègue Fontaine dit, écoutez, en 10 ans, c'est à peu près 1,2 par année. 1,2, on est à l'aise. Plus que ça, il faut se poser des questions. Je reviens un peu dans le temps, mais l'automne dernier, le festival n'avait plus de liquidité pour payer ses fournisseurs. Vous avez allongé 2 millions de dollars. Oui. Là, vous avez reconduit la subvention annuelle de 800 000. Mais en même temps, si ultimement, il y a encore un déficit, le festival appartient à la Ville, c'est la Ville qui va être prise pour payer le déficit. Donc, ma question, c'est, en moyenne,
C'est quoi le maximum qu'une ville comme Saint-Jean devrait verser à son festival? C'est pas vraiment une réponse que j'ai aussi facilement que ça. Je peux vous dire ce que moi j'en pense. Si on calcule que l'International des Montgolfières a des retombées économiques de 10 millions, il faut que ce soit en bas de 10 la subvention municipale. Puis j'ai quand même confiance. Là, le plan de relance qui nous a été soumis a été suffisamment crédible. Puis on va exercer, que ce soit le conseil municipal ou notre service de la culture et des loisirs, on va exercer une vigie sur les travaux, puis pas juste au mois d'octobre. Là. Je pense qu'il y a dans le protocole qui est signé... ça, c'est l'autre problème. Comment ça se fait qu'on est au mois de mars et qu'on n'a même pas encore les états financiers vérifiés de la dernière édition? On ne devrait même pas être en train de parler de ça, vous et moi. On devrait être en train de parler de la programmation qui s'en vient. Là. Mais les états financiers, notre directeur des loisirs et de la culture les a vus. Ils sont supposés d'être signés dès la signature du protocole actuel, parce que lorsque le vérificateur... Ça serait plus simple si on avait ça à l'automne. Ah, regardez, je suis d'accord avec vous. Qu'on règle nos chicanes en famille, là, puis après ça, c'est parce que quand vient le temps d'aller chercher les commanditaires, puis la presse nationale, tu veux pas être en train de parler de l'avenir du festival au mois de mars. Mais c'est pour ça que dans le protocole actuel, là... on est à l'année 0 du nouveau protocole. Puis, l'année prochaine, au mois de mars, on ne sera pas à cette conversation-là. Moi, c'est dès le mois d'octobre, puis on va avoir un suivi serré d'ici ce temps-là. Ce ne sera pas une surprise au mois d'octobre, ce qui sera dernière décidé. Question sur les ballons. Puis, je sais que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord là-dessus, mais est-ce que le modèle d'affaires ou l'avenir de ce festival-là repose davantage sur le fait d'avoir des ballons matin et soir dans les parcs de la ville, puis de rassembler des événements culturels ici dans le centre-ville? Autrement dit, on laisse tomber l'aéroport, on laisse tomber le volet international avec des artistes de renom qui coûtent extrêmement cher. Est-ce que c'est ça l'avenir du festival, ou si pour vous, vous le voyez encore à l'aéroport avec des spectacles? À l'heure actuelle, moi, je le vois encore à l'aéroport avec des spectacles. Toutefois, c'est une réflexion dès la suite de la signature du protocole d'entente. L'organisation actuelle, le CA actuel de l'International des Montgolfières va terminer l'organisation de l'édition 2024, mais ils se font accompagner de leurs 2 consultants jusqu'au mois de juin pour préparer les années subséquentes. Et je pense qu'ils vont avoir assez de vision globale de l'International actuel pour prendre ces décisions-là. Autre sujet. Nouvelle école. Oui. Qui est attendu depuis très, très, très longtemps. On le sait, le Centre de services scolaires aurait peut-être aimé qu'on puisse l'installer sur l'île Sainte-Thérèse, mais bon, le terrain ne vous appartient pas. Certains ont pensé sur les terrains là, du centre Saint-Georges, dans le bout de Jean Talon, mais le terrain n'est pas assez grand, ou à tout le moins, en tout cas, la partie qui appartient à la ville n'est pas assez grande. Ultimement, vous avez fait le choix, avec le Centre de services scolaires, d'aller sur des colibris. Moi-même, j'étais un peu surpris parce que je ne savais pas que cette hypothèse-là était étudiée. Certains parents aussi, certains citoyens ont été pris par surprise et, ont remis en question ce choix-là. Vous avez fait un peu une remise, une mise au point, si on veut, à la dernière assemblée du Conseil. Pourquoi l'hypothèse colibri, on n'en avait jamais entendu parler auparavant? D'abord, la demande initiale du Centre de services scolaires, on se rappelle, ça prend un terrain de 20 000 mètres carrés, puis qu'eux autres plaçaient sur l'ancien camping Pin-Vert. Ouais. Alors, on se rappelle de ça. Là, suite à ça, bien évidemment, nous, on a mandaté la direction générale à la ville de regarder, oui, ce terrain-là, mais d'autres terrains potentiels, parce que nous aussi, on entend les choses. Alors, ça a fait partie... il y a eu 6 terrains qui ont été à l'étude par tous nos professionnels. Puis ça, c'est pas banal, là, que l'urbanisme, avec l'environnement, avec le développement économique, avec le CIG, tout le monde travaille ensemble, même les responsables de la circulation travaillent ensemble pour essayer de trouver le meilleur endroit. Alors, comment ça se fait qu'on n'avait pas entendu parler avant? Nous, on en avait entendu parler avant parce que c'était une bande de terrain derrière Imagine qui appartenait à la ville. Alors, ça a fait partie des terrains qui ont été étudiés. Moi, je vais vous dire, moi, comme citoyen, et je le sais, là, des terrains, il n'y en a pas. Non. Nos villes sont très, très développées. Puis là, dans la loi, évidemment, quand il y a une nouvelle école, il faut que la ville donne un terrain. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que les gens n'aiment pas se faire prendre par surprise. Donc, ma question, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y avait pas beaucoup d'options, puis c'est peut-être la meilleure des options. Est-ce que c'est la solution idéale? Probablement pas, parce que ça va amener du transport, des autobus, etc. Mais est-ce qu'il aurait été plus sage
d'aviser les citoyens de cette hypothèse de travail qui était le terrain Colibri? D'aviser d'avance les citoyens. C'est sûr qu'à posteriori, M. Latour, je ne peux pas faire autrement que de ne pas vous donner raison à cet effet-là. Moi, j'étais vraiment restée sous l'impression que ça fait 32 ans qu'il n'y a pas eu de nouvelle école à Saint-Jean-sur-Richelieu. La population a cru de 25 %. On a des experts de contenu à la ville pour nous diriger dans nos réflexions. On a été élus pour prendre des décisions. Ça nous a été amené, le centre Saint-Georges. Tu sais, on a des raisons, on a tous des raisons pour lesquelles on n'a pas pris le centre Saint-Georges, pour lesquelles on n'a pas pris aussi le camping Pain-Vert, le dockier aussi à l'entrée de l'île Sainte-Thérèse. Il y avait aussi le triangle Roi-Daigneault qui était à peu près au milieu de l'île Sainte-Thérèse. On les a toutes les raisons techniques pour ça, là. Mais moi, je pense que je reste convaincue. Je le sais que c'est probablement pas le terrain idéal, mais c'est le terrain optimal dans les circonstances. Puis je suis très heureuse d'offrir ce terrain-là au centre de services scolaires. Ce terrain-là, où il y a un milieu écologique derrière. On se rappelle qu'on prend 20 000 mètres carrés, qui est demandé par le centre de services scolaires. Le boisé derrière, qui est préservé au plan de conservation 1 et 2, on parle de 360 000 mètres carrés qui sont préservés à perpétuité. À proximité, il y a un centre récréo-sportif qui est là. Ça va être un milieu de vie extraordinaire pour les élèves et le personnel qui va être là. Bon. L'enjeu de l'heure au Québec, et surtout dans nos villes ici, Rive-Nord, Rive-Sud, c'est le taux d'inoccupation, qui est de 0,4 % à Saint-Jean. Ça correspond à peu près à 56 logements de disponibles sur 13 000. On est une des régions les pires en termes de taux d'inoccupation. Puis des projets, il n'y en a pas beaucoup d'accordés. L'an dernier, tout le monde était un peu déçu parce qu'il y avait un premier projet qui avait été présenté. Bon, je ne sais pas trop si les formulaires n'étaient pas remplis adéquatement, mais bref, ça n'a pas marché. Là, il y en a un deuxième qui a été soumis. Malheureusement, il n'a pas été retenu. C'est plutôt celui de Longueuil qui a été retenu. Allez-vous faire des représentations auprès du député, des ministres, du premier ministre, pour se dire, écoutez, nous autres, Saint-Jean, là, on est dans le trouble, là. 0,4 % on ne peut pas tolérer ça, là. C'est quotidiennement qu'on fait des représentations, que ce soit à la table des élus. Je siège à l'UMQ sur un comité sur l'habitation, un comité sur l'itinérance, puis ça, on s'entend que... Puis tantôt, vous avez dit le taux d'inoccupation, 0,4, une pièce et demie pour des personnes seules, puis il y en a beaucoup de personnes seules à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'en ai 0. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à chaque fois qu'il y a un promoteur ou qu'il y a un OBNL qui soumet un projet puis qui est en demande d'appui de la Ville, on signe présent, on en fait des lettres d'appui pour ces projets-là. Alors là, actuellement, on ne peut pas faire plus que ça, si ce n'est que dans les prochaines semaines, on a un terrain à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sur lequel on va proposer un appel de projet où est-ce qu'on va favoriser de la mixité de clientèle sur ce terrain-là. Alors, on va faire un appel à projet pour les promoteurs ou les créateurs de logements qui voudraient en faire. Selon vous, là, d'ici la fin de votre mandat, là, il va-tu avoir un projet, au moins un, qui va commencer? Je le souhaite ardemment. Dès le jour 1 de mon arrivée à la mairie de Saint-Jean, j'ai été confrontée à ce problème-là qui avait l'air de ne pas être un problème avant moi. Et c'est vraiment, ça a été le problème, puis j'aimerais ça, à un moment donné, dire que j'ai une solution, mais ça a été le problème depuis le jour 1 de mon élection. J'ai l'impression qu'aux yeux du gouvernement, c'est comme si nous autres, à Saint-Jean, on ne fait pas assez pitié, là. Tu sais, c'est un peu ça que je me dis, mais pourtant, quand on regarde les chiffres, on est pas mal dans les pires en termes de j'ai vu notre ministre régionale récemment. J'ai évoqué auprès d'elle cette problématique-là. À la table des préfets, j'arrive avec cette problématique-là. Puis d'ailleurs, on est en établissement de priorité régionale au niveau de la Montérégie. Puis moi, j'ai dit, si le logement, c'est pas notre priorité numéro 1, je débarque. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Bon. Déneigement à droite. Oui. Bon, vous avez il y a une demande de révision là, qui a été soumise par la conseillère Poisson, qui a été adoptée unanimement là, par tous les collègues du Conseil. Avec le recul,
Il n'y a pas beaucoup de recul, quelques semaines, quelques mois. L'hiver est presque fini, il n'y a pas beaucoup de neige. C'était une erreur? Est-ce qu'on revient en arrière? On en est où avec ça? C'était pas une erreur, puis on ne reviendra pas en arrière. Puis la résolution de révision qui a été adoptée à l'unanimité, c'était déjà dans les pratiques des travaux publics d'évaluer les façons qu'on avait eues de déneiger cette année. Les façons de déneiger et la politique de déneigement aussi. Parce que moi, je pense que l'erreur qu'on a commise, ça a été de modifier les pratiques de déneigement et de garder une politique de déneigement, entre autres, qui dit qu'on ramasse la neige à 15 cm. On n'y avait pas touché. Selon moi, l'erreur est là. Il n'y a pas beaucoup neigé cet hiver. Il y a neigé, je pense, quelques fois, là, puis c'est sur les doigts d'une main. Malheureusement, nos employés des travaux publics n'ont pas pu s'améliorer parce que moi, je pense que s'il y avait eu plus de neige, de fois en fois, les pratiques auraient été améliorées. Alors, la révision, pour moi, ça signifie la révision du travail qui a été fait cette année et la révision de la politique de déneigement. Mais pour vous, on ne reviendra pas en arrière? On ne reviendra pas en arrière. On voulait optimiser les pratiques. C'est ce qu'on voulait faire. Puis en plus, il y avait une question de sécurité. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de bruit autour du déneigement, mais on reçoit aussi beaucoup de commentaires qui nous félicitent de la nouvelle politique, de la nouvelle façon de déneiger, parce que les gens n'étaient pas contents d'arriver au bout d'une rue puis d'être privés de vue à gauche. Passerelle Normandie. Oui. Bon, on n'a pas le choix, il faut la démolir. Oui. Deuxièmement, il y a des infrastructures qu'il faut faire, on n'a pas le choix non plus. Mais le remplacement de la passerelle, ça, on peut le remplacer ou pas la remplacer. Parce que l'impression qu'on a, et vous me corrigerez, quand c'est sorti, cette affaire-là, à l'automne, on était dans l'impression que le Conseil voulait la remplacer. Est-ce que c'est ça l'intention ou c'est pas l'intention? Ce qu'il faut savoir, là, c'est que le Conseil travaillait sur un plan qui datait de 2019. Une décision qui avait été prise avant nous, la passerelle avait été choisie et tout ça. On les a entendus, les citoyens, puis malheureusement, ça a sorti d'une plénière, ça a sorti de toutes sortes de conversations parce qu'il n'y avait aucune décision qui a été prise au Conseil à ce sujet-là. La seule décision qui a été prise à ce moment-ci, c'est qu'à l'automne, on va la démolir, la passerelle, puis au mois d'avril, il va y avoir un règlement d'emprunt pour démolir la passerelle. Maintenant, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le Conseil a mandaté la direction générale pour demander au CIJ, ou pour être créatif, et parce oui, c'est certain on veut garder le lien de mobilité active nord-sud de la passerelle, mais on veut le faire de manière créative, de manière optimale, puis au moindre coût, c'est-à-dire en respectant la capacité de payer des citoyens. Puis ça, je pense qu'il faut que ce soit cohérent avec notre politique de mobilité active, puis notre stratégie de développement durable. Je pense que ce lien actif-là, il faut le préserver. Dans un monde idéal, on en mettrait une autre passerelle à Saint-Luc. Dans un monde idéal, il ne faut pas couper les passerelles, il faut ajouter des liens de mobilité active. Mais 21 millions, juste pour la passerelle, là, j'exclus là, la démolition puis les infrastructures, à 21 millions, c'est quand même encore assez cher. Mais c'est pour ça qu'on a demandé, parce que là, c'était la passerelle qui avait été acceptée en 2019. Je le sais que ça ne s'en va pas en diminuant, mais il y a peut-être d'autres solutions. Par exemple, quelque chose dont on n'avait jamais entendu parler, peut-être une passerelle préfabriquée. Projet d'un centre de congrès. Ça fait quelques temps, évidemment, que... ça fait 30 ans qu'on en parle à Saint-Jean, mais là, c'est plus concret maintenant. Expliquez-nous un peu les dernières étapes qui ont été franchies tout récemment. Bien, récemment, en conseil municipal, on a voté une résolution pour faire l'acquisition de terrain. C'est pour permettre l'aménagement s'il y avait un centre de congrès ou agrandissement de l'hôtel ou peu importe. Puis une MRU aussi pour une plus grande densification autour du centre de congrès. Donc là, si je comprends, le terrain entre l'hôtel et le motel Harris, il vous appartient. Oui. Et s'il y a un centre de congrès un jour, c'est là que ça va se faire. Il y aura un centre de congrès un jour. Les négociations sont encore. Puis moi, je veux rassurer la population. Il n'est absolument pas question que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu construise ou opère un centre de congrès.
J'ai toujours parlé qu'il fallait que ce soit vraiment un partenariat. Parce que vous savez qu'à public-privé. Saint-Hyacinthe, c'est comme ça. Hein? C'est la ville qui opère le centre de congrès. Ce ne sera pas comme ça à Saint-Jean. Vous voulez pas ça? Je veux pas ça. Pourquoi? Bien, je veux pas ça parce que, évidemment, quand c'est opéré par la ville, ben, c'est pas quelque chose qui faisait partie de mon projet, premièrement. Puis moi, je veux vraiment introduire les projets de partenariat avec le privé. Je veux que le privé s'intéresse à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, la prochaine étape, c'est quoi pour vous à ce moment-là? Actuellement, il y a des négociations justement avec les propriétaires actuels, des gens qui pourraient être intéressés à opérer un centre de congrès. À ce moment-ci, c'est OK. tout ce que je Donc, peux vous vous voulez dire. que le privé se manifeste Oui. pour éventuellement construire et opérer un centre de congrès? Oui, parce que je pense qu'on avait fait une étude, puis il y a du potentiel à Non, Saint-Jean-sur-Richelieu. puis de toute façon, il manque des salles. Parce que Ben, malheureusement, le collège est un peu trop restrictif. Il manque à des cause salles, ouais, il manque c'est des chambres. Moi, quand j'entends BMX, que les gens, là, il y en a qui vont faire du camping à Saint-Grégoire ou qui vont loger au 10-30. Mais vous n'avez pas un appel de projet ici en arrière là, pour le terrain vacant derrière moi pour un hôtel boutique? Oui, on attendait Ouais. d'adopter le PPU. OK. On a adopté le PPU, alors il va y avoir un projet d'hôtel-boutique dans le Vieux-Saint-Jean. Mais il faut qu'un privé se manifeste. Absolument. Bon. En terminant, collecte de sang de la mairesse les 20 et 21 mars au Centre des aînés Joannais. Oui, alors j'y serai. Je donnerai moi-même du sang. J'en donne à chaque année et j'invite les citoyens à venir donner du sang au centre des aînés Joannais. Et c'est sur rendez-vous là, depuis la pandémie. Emma Québec fonctionne comme ça. Et de toute façon, c'est beaucoup mieux parce que ça évite aux gens d'attendre pour rien. Vous allez sur le site d'Emma Québec, là, vous remplissez le formulaire, puis ils vont vous fixer une date et une heure de rendez-vous. Donc, ça vous évite d'attendre à ce moment-là. C'est ça. André Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, merci beaucoup. Bonne journée. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur Oh, YouTube. bien, bien sûr. Manquez pas ça. Ce message s'adresse aux clients du transport adapté à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a un projet pilote qui est en cours actuellement pour la partie est de la ville, ce qui veut dire, dans le fond, le secteur Iberville-Saint-Athanas. C'est les modes de paiement. On peut payer débit, carte de crédit, bref, de mille et une façons. On teste actuellement ce nouveau système qui, ultimement, sera peut-être aussi du côté ouest. À demain. Bye-bye.